Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Chloé au micro, une maman française de 2 petites filles récemment rentrée en France après avoir passé presque 10 ans en Australie. Chloé nous explique la rencontre avec son mari et nous partage ses grossesses et accouchements en Australie sous l'emprise de son mari. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Chloé. Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Merci Oui. de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Merci à toi de m'avoir invitée. Écoute, j'aimerais bien, avant qu'on démarre comme d'accoutumée maintenant sur ce podcast, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. D'accord. Alors moi, je m'appelle Chloé, j'ai 32 ans. Donc là, en ce moment, je suis habitée dans de la famille dans le sud de la France, sud-ouest, donc à côté de Dax. Très provisoirement puisque j'ai enfin trouvé un nouvel emploi en France, donc à côté de Paris. Ouais, donc là, félicitations. Merci. Ouais, Démarre bien l'année, c'est génial. Oui, c'était pas du tout ce que j'avais prévu de base. Je voulais m'installer à Bordeaux pour rester proche de chez ma mère, mais bon, j'ai rien trouvé malheureusement. Et donc Paris. Donc là, je suis en train de chercher un logement sur Paris. C'est très compliqué, mais bon, voilà. Donc je suis en transition. Donc du coup là j'ai 2 filles, une de 5 ans et une fille de 2 ans et demi. Et voilà, donc ça c'est ma famille. Voilà, donc j'ai vécu presque 10 ans en Australie en fait, depuis février 2012 jusqu'en juillet 2021 principalement. Oui, donc tu viens tout juste de rentrer en France. On va revenir là-dessus. Déjà, un gros soulagement que tu aies pu rentrer en France, mais encore une fois, on détaillera ce point un peu plus tard dans l'épisode. Pourquoi l'Australie ? Pourquoi avoir démarré une passion kangourou ? Voilà. En fait, non, j'étais en études d'ingénieur, donc à Compiègne. Donc c'était à la fin, il fallait faire un dernier stage de 6 mois. J'ai trouvé un stage là-bas, en Australie, donc j'ai dit oui, évidemment. Oui. Et voilà, donc j'ai fait mon stage 6 mois là-bas et j'ai fini mes études. J'ai été diplômée et puis entre deux, ils m'avaient recrutée, donc j'y suis restée. Là-bas, au départ, c'était censé être que pour 1 an et entre deux, j'ai rencontré donc mon ex-mari. Bien sûr. Donc voilà, comme toujours. Ça cafouille toujours un peu les plans, ces histoires. C'est ça. Et voilà. Et du coup, je suis restée jusqu'à juillet 2021. Ok. Et alors, du coup, quelle ville ? Melbourne ? Alors, j'ai commencé dans une, entre guillemets, petite ville qui s'appelle Ballarat. Donc, c'est à 1h30 de Melbourne. Okay. Et ensuite, on a déménagé. Donc, pour rester, il a fallu que j'aille à Sydney. C'est là où il y avait du travail. Ouais. On est resté 2 ans. Et ensuite, on est revenu à Melbourne. Et ensuite, on a fini à Geelong. Donc, ça, c'est sur la côte, pareil, une grosse heure de Melbourne. Ok. Voilà, j'ai pas mal bougé. Ouais, ça fait pas mal. Alors du coup, comment tu as rencontré ton ex-conjoint ? Est-ce que tu l'as rencontré au travail ? Comment ça s'est passé ? Alors oui et non, on va dire que lui, il travaillait là où moi je faisais mon stage, mais il était plutôt sur la ligne de production. Ensuite, moi, comme j'avais commencé en stagiaire, c'est vrai que je m'étais fait des amis là-bas aussi, avec qui je sortais des fois le week-end, etc. Et puis voilà, en fait, il avait dit à un de nos amis communs que je lui plaisais beaucoup, etc. Donc, il s'est débrouillé pour se faire inviter plus ou moins à une soirée où j'étais là. Et puis, voilà, on s'est rencontrés comme ça vraiment parce que sur la ligne de prod, il y avait du monde et je savais qu'il était là. En plus, moi, je gérais aussi la partie gestion de compétences, etc. Donc, je connaissais les noms, qui était qui, mais voilà, rien de plus. Alors du coup, dis-moi, parce que je pense que ça peut être important pour le reste de l'épisode, ton établissement de vie sur place, et on va pas s'étendre sur le sujet, mais donc en termes de visa, d'administratif et compagnie, on est d'accord que en fait tu as réussi à rester sur place par tes propres moyens, en fait, par le biais de ton employeur et non pas par un lien de mariage quelconque. Tout à fait, j'ai tout fait via mon entreprise. En fait, j'avais de la chance de travailler pour une grosse boîte française et d'être arrivée au moment où ils avaient encore les moyens de faire des visas et ce qu'ils appellent la permanence résidente, en fait. Et au bout de 1 ou 2 ans, je sais plus, j'ai pu aussi avoir la citoyenneté australienne. Mais tout ça par moi-même, on va dire. Oui, par tes propres moyens. Ouais. Très Heureusement. bien. Heureusement. Ouais. Oui, parce que je pense que les gens l'ont deviné par le titre quand même de cet épisode.
c'est que tu es rentrée en France pour t'enlever de l'emprise en fait de ton ex-conjoint. Oui, Et et puis pour avoir du on peut soutien, ouais. comprendre, ouais, voilà, ta volonté quand même de vouloir rentrer en France et d'avoir un soutien physique et aussi Oui, mental, c'est ça. surtout à l'issue de ce qui t'est arrivé. Je tiens aussi à préciser que tu as démarré un podcast qui parle Oui, des violences intrafamiliales tout à et fait. dont le premier épisode en fait est voilà, où tu nous présentes en fait ton témoignage à toi et ce qui t'est arrivé. Et j'encourage les gens vraiment à aller l'écouter parce qu'on va mettre en lumière dans cet épisode certains points dont tu parles, que tu développes. Donc, j'aimerais bien en fait que tu nous expliques un peu comment a démarré un peu cette relation avec ton ex-mari. Est-ce que par exemple il y avait des signes ou des comportements un peu précurseurs qui auraient pu te mettre la puce à l'oreille? Bon, bah, sur le coup, je pense que je m'en suis pas Ouais. vraiment rendu compte, mais maintenant que je connais certaines choses et que j'ai fait pas mal de lectures sur le sujet, oui, évidemment. Donc ça a commencé très rapidement, en fait. Déjà, puisqu'il avait parlé de moi, il était très transparent sur le fait que je lui plaisais beaucoup, etc. Et puis, je sais pas, la même semaine, en fait, il me disait qu'il était en coloc et que ça se passait pas très bien. Donc il a tout de suite voulu emménager avec moi dans ma coloc, en fait. Ah oui. Et ouais, donc ben, sur le coup, il me l'a vendu, tu vois, comme il faut. Puis bon, voilà, tu sais, c'est le tout début, c'est l'euphorie de la relation, Oui, t'es etc. en honeymoon, ouais. Voilà, puis voilà, dès le départ, en fait, je me suis passée en fait, peut-être en sauveuse, j'ai envie de dire, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, ça n'allait pas pour lui, donc voilà, j'avais envie d'être avec lui, sachant qu'on travaillait tous les 2 toute la journée et de toute manière, on passait nos soirées ensemble, donc qu'il vive avec moi ou non, c'était à peu près la même chose. Déjà là, je pense qu'un des premiers signes, c'est qu'il avait vraiment quasiment aucune affaire, alors que lui, il avait déjà 30 ans, tu vois? Il aurait pu avoir des meubles, je sais pas, des affaires, enfin, ouais. Mais il venait de cette ville où il venait de Melbourne? Ouais, il venait plutôt de la campagne encore plus que cette ville, mais peut-être à 1 heure de cette ville. Lui, il habitait dans cette ville pour travailler, mais ses parents habitaient un peu plus loin. Et Ouais. voilà, après, donc au tout début, c'était vraiment tout beau, tout rose. Comme je dis, c'est vraiment la période de love bombing, tu vois. Oui, oui, oui. Donc ça, On le voit malheureusement. tous. Puis voilà, au début, il y avait au tout début, franchement, les 3 premiers mois, je dirais que c'était vraiment parfait. Il faisait le ménage, il faisait à manger, il prenait soin de moi, il préparait des petits week-ends, il me demandait Mmh. rien, tu vois? C'était un peu l'homme parfait, on va dire. Oui. Et moi qui avais pas du tout à la base prévu de rester en Australie au-delà de cette année, bah là, tout de suite, bah, je Ça me a suis remis un dit, peu tes plans en eh question. oui, Non, eh non, oui, ça c'est a ça. du sens. Ouais. Et est-ce que tu t'étais constitué un cercle d'amis en Australie ou parce que enfin, je prends par exemple mon exemple. Me suis fait un cercle d'amis avec les amis de mon mari, par exemple, étant Mmh. moi à l'étranger. Est-ce que dans ton cas, par exemple, tu t'es constitué ton propre cercle d'amis ou est-ce que tu t'es un peu rattaché à lui? Enfin, comment ça se passait vos relations avec vos proches sur place? Bah, alors, en fait, lui, ça, c'est vraiment un des signes qui aurait pu m'alerter, mais comme on a très vite déménagé à Sydney, encore une fois, j'ai pas fait très attention. Donc moi, sur place, j'avais quelques amis, enfin, locaux, on va dire, Oui, 2-3 par très ton bons travail. amis. Voilà, mais il y en a une que j'avais rencontrée aussi, qui était, par exemple, la sœur d'un de mes amis, où on est devenus vraiment aujourd'hui, on est toujours très, très amis, et cetera. Mmh. Et lui, par contre, il avait pas vraiment, en fait, d'amis. En réalité, les 2 ou 3 personnes dont il me parlait, soi-disant des amis d'enfance, c'était, tu sais, un coup, c'est mon ami et l'autre coup, il en parlait que en mal, tu vois? Et Ouais, c'est c'était un pauvre jamais type. Ouais. voilà, c'est ça. Et c'était pareil avec sa famille. Un jour, il les aimait bien, un jour, il les supportait pas. Et en fait, ça aurait vraiment dû me mettre la puce à l'oreille. Que des mecs, tu vois, tu sais, qui avaient pas vraiment de vie. Une fois qu'ils finissaient le travail à 15 heures, ils passaient leur après-midi à fumer et à boire. Et tout ce qu'ils me racontaient d'eux, c'était toujours des histoires vraiment pas très Ouais, intéressantes. ouais. Et voilà, des gens qui avaient pas une vie. Enfin voilà. Et à chaque fois, c'était vraiment que entre mecs. Il y a jamais. D'ailleurs, en Australie, je trouve ça, c'est assez souvent comme ça quand même. Même dans mes amis sains que j'ai, très souvent, quand tu fais une réunion, en fait, les hommes restent avec les hommes et les femmes restent avec les femmes, tu vois. Ah, Et ça m'est souvent arrivé que, même quand on est chez ses parents ou quoi, bah, lui et son père, ils allaient dans le shed, tu vois, boire une bière. Et puis moi, je restais avec sa belle-mère, quoi. Tu ouais, vois. c'est culturel, Mm. je pense, pour le coup. Ouais. Mm.
Mais du coup, après, au fur et à mesure des années, à Sydney, bon, je me suis fait des amis qui étaient plutôt des, on va dire, des collègues, évidemment, puisqu'en plus, je travaille énormément. Et ensuite, bah, je me suis fait 2-3 amis sur Melbourne, surtout après, via aussi les parents des copains de ma fille et de mon aîné. Donc voilà, donc j'ai quand même un bon groupe d'amis à moi, sachant que lui n'avait pas d'amitié réelle, on fixe va entre. dire. Et ok, donc vous partez à Sydney, vous retournez à Melbourne. Ouais, Et c'est là, en fait, où tu as ta première fille. c'est ça. Ouais. C'est un bébé surprise? On va dire plus ou moins. J'avais arrêté la pilule. Donc là, c'était vraiment dans une phase où ça allait beaucoup mieux. Et j'avais arrêté la pilule parce que je pensais que ça allait prendre des mois et des mois, parce que moi, j'étais sous pilule depuis longtemps quand même, tu sais. Ça, c'est Oui. l'histoire classique. Hein. Oui. On pense que ça va prendre des mois, voire des années, puisque ça peut prendre 2 ans, même ça reste la norme, on va dire. Mhm. Et on avait prévu de se marier d'abord. Donc ça, c'était censé être en février. Et en fait, fin de l'année d'après d'ailleurs. Et en fait, au final, je suis tombée enceinte peut-être la semaine suivante ou ce genre de choses. Donc, bon, il y a eu un raté quelque part. Voilà, un raté qui s'est bien fini, mais bon. Voilà. Attends, tu me parles de mariage. Donc, quelque part dans le lot, il y a eu une histoire de bague et d'engagement sur long terme. C'est ça. Ouais, donc au moment où on est reparti à Melbourne, là, bon, entre deux, il y a eu une petite... on va dire qu'il y avait eu un gros... on va dire clash dans le couple. Ça, c'est pareil, j'en parle dans mon épisode. C'est vraiment que ça n'allait plus du tout, que moi, j'avais rencontré quelqu'un et que, en gros, il m'a supplié de le garder, de le choisir lui, etc. Et qu'il allait devenir le meilleur futur mari du monde, etc. Et donc, en fait, quand on est allé à Melbourne, effectivement, c'est vraiment le cycle de la violence, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment, on est reparti dans une phase lune de miel où ça, c'était vraiment, il avait changé, quoi. Il était redevenu la personne que j'avais rencontrée, un peu l'homme parfait pendant quelques mois. Donc c'est là où il m'a demandé un mariage et que je suis tombée enceinte aussi. Ok. Voilà. Ok. Donc grosse phase lune de miel quand même. C'était ça, ouais. Comment il se comporte alors du coup pendant ta grossesse? Bah alors là, je pense que c'est vraiment le déclencheur de la phase, de la fin de la phase lune de miel. Il est devenu, on va dire, redevenu assez distant, froid. Enfin, ça l'intéressait pas du tout et c'était comme si j'étais pas du tout enceinte. Et puis c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout avoir de l'empathie. Donc si je me plaignais d'avoir mal quelque part, il avait mal ailleurs. Ben, c'était pas quelqu'un qui faisait, voilà, qui allait dire bah tiens c'est moi qui vais faire les courses absolument. C'est pas quelqu'un qui allait dire tiens te lève pas, je vais faire ça. Oui, voilà. Non, il avait aucune. Après, de temps en temps, quand même, il parlait, c'était par petites phases, on va dire, il allait parler au ventre, etc. Mais si je lui demandais de venir avec moi choisir des vêtements pour le bébé, ça l'intéressait pas, surtout que c'était une fille, et quand il l'a su, ça lui a pas plu du tout. Il me disait, mais qu'est-ce que je vais faire à chercher des vêtements pour une fille? Je connais rien aux filles, j'ai que des frères. Enfin, tu vois, vraiment, aucun intérêt, il a rien fait pour la chambre, ce genre de choses, quoi. Ouais. Mais voilà, il n'était pas plus intéressé que ça par la grossesse, par moi. Il prenait pas particulièrement soin de moi, ou voilà, il allait pas me dire tiens je vais te faire un thé, ou est-ce que tu as mal quelque part, je vais te faire un massage. Enfin, jamais de la vie il aurait même pensé à ça. Ok. Et mais alors comment ça se passe ton jour J, le jour de l'accouchement? Alors moi c'était mes jours J parce que j'ai eu quand même 5 jours de contraction. Oh, ma pauvre. Donc ça a pris beaucoup de temps. Et en fait, j'avais ma mère et ma grand-mère qui étaient venues aussi en Australie, donc ça faisait déjà plus de 2 semaines qu'elles étaient là. Ça, c'est chouette. Ouais, et ma grand-mère, elle a voyagé à 81 ans, je crois. Encore plus, voilà. Bah, bien good for her, parce que c'est quand même un sacré périple, hein, quand même, pour aller voir. C'est quoi, c'est combien? Ça dépend. Au minimum 24 heures globalement. Oh la vache. Ouais, c'est un commitment. C'est ça. Et du coup, elles étaient aussi. Puis ma mère, elle pouvait pas repartir plus tard que 2 semaines après la date où j'ai vraiment accouché. Donc j'étais assez stressée. J'essayais de la faire sortir pour qu'elle en profite. Et du coup, comme il y avait ma mère et ma grand-mère, lui, il en profitait pour disparaître autant que possible. Et du coup, voilà. Donc j'ai eu ces contractions qui duraient. L'hôpital qui me disait mais elles sont pas assez régulières, donc ne venez pas. Au bout de 2, 3, 4 jours, j'en pouvais plus. J'étais un peu au bout de ma vie, mais lui, tout ce qu'il faisait, c'était se plaindre que je l'empêchais de dormir, en fait, avec mes contractions. Faudrait C'est là où tu te dis, la vie est quand même bien injuste, qu'il ne puisse pas comprendre un peu cet effet de douleur quand même dans ton corps. Et puis, bon,
C'est toujours bien de se plaindre. Là, on adore C'est ça. ça. Et puis en fait, il voulait pas du tout m'emmener à l'hôpital parce qu'il disait que j'allais me faire embarrer, que on allait perdre du temps et que, enfin, comme s'il avait d'autres choses de plus importantes à faire. Et du coup, au bout d'un moment, ma mère et ma grand-mère commençaient à être vraiment angoissées de me voir souffrir comme ça et l'hôpital qui voulait pas de moi. Et au 5e jour, là, ça a commencé à s'intensifier et à devenir un peu plus régulier. Donc là, je lui ai dit quand même, tu m'emmènes. Et bon, il l'a fait à reculons, mais il a vu la tête de ma mère et il a bien vu qu'il avait plus le choix, en fait. Et effectivement, ils ont failli me renvoyer chez moi malgré tout au bout de 5 jours, mais finalement, ils m'ont gardée parce que j'avais des saignements pendant la grossesse, donc ils ont dit que c'était à risque et qu'il valait mieux me garder. Et ils ont fini par devoir me déclencher, entre guillemets, parce que j'étais à 2, mais que ça ne progressait plus du tout, même la journée où que j'ai passé là-bas, de midi à 20h. Et voilà, du coup, en fait, ensuite, j'ai fait la péridurale. Donc là, heureusement, là-bas, le mari, il peut venir te tenir au lieu d'une sage-femme. Donc là, il a bien fait son travail, il m'a bien tenue pour que, pour que ça se passe pas trop mal. Mais ensuite, comme c'était tard la nuit, en fait, il somnolait à côté de moi pendant que je poussais, en fait, sur le siège à 1 mètre. Donc pas du tout, tu sais, le mari présent, encourageant, qui te tire la main, te tire la nuque. Tu vois le cliché du mec avec la petite serviette qui t'éponge le front. Non, lui, il était voilà, avachi sur la chaise. Il laissait la sage-femme tout gérer. Et puis, des fois, elle lui disait monsieur. Enfin, voilà. Et puis, il regardait un peu où ça en était. Et puis, c'est tout, quoi. Et puis, il s'en est pressé de partir. Bon, il n'avait pas le droit de rester la nuit, mais il s'est empressé de partir très rapidement une fois qu'elle était sortie, quoi. Puis, j'ai appris au final c'est son beau-père qui était venu chez nous aussi l'attendre. Et qui lui avait fait fumer du shit pour fêter ça, tu vois. Donc, le lendemain, du coup, il était pas en état de venir. Donc, il est venu vers 14h ou un truc comme ça. Bon, ça, c'est pareil, je l'ai appris plus tard. Très sympa. Okay. Ouais, voilà. Et alors, raconte-nous quand même, parce que bon, c'est un satellite, mais l'important, ça reste ta fille. Comment elle allait Alors elle, disons qu'elle allait bien globalement au niveau santé. Après, c'était un bébé qui pleurait beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui dormait pas du tout. Très peu, même au sein, en fait. Elle était du coup, je l'avais tout le temps dans mes bras. Même si des fois, ça la calmait pas. Mais disons que je pensais que je voyais pas d'autre chose à faire, en fait, que la garder contre moi. Donc, du coup, ça a été assez stressant, très difficile. Bon, au tout début, quand il y avait ma mère et ma grand-mère, du coup, quand elles s'endormaient, enfin, je pouvais, si j'avais besoin, leur donner. Et sur les joints, elles restaient à peu près endormies. Mais quand au bout de 10 jours, quand je me suis retrouvée toute seule à la maison, ça a été beaucoup plus difficile. Et disons que je l'ai assez mal vécu parce que moi qui attendais ça depuis très longtemps et voilà, je fais vraiment le maternage proximal. Je pensais que en lui donnant tout ce que j'avais, ce serait un bébé épanoui et heureux. Et en fait, c'était pas du tout le cas. Ça a duré bien 2-3 mois, beaucoup, beaucoup de pleurs et très, très peu de sommeil. Et ensuite, le sommeil ne s'est pas amélioré jusqu'à ses 4 ans. Donc, voilà, ça n'a pas aidé notre relation non plus parce qu'on était complètement épuisés. Ouais. Quand il rentrait du travail, il l'emmenait quand même pendant des fois 1 heure ou 2 en voiture pour qu'elle dorme et que moi aussi, je puisse plus ou moins dormir à peu près 1 ou 2 heures. Et puis, on a survécu comme ça pendant un petit moment. Ah, purée. Ouais. Et je crois comprendre, mais ça a dû changer quand même parce qu'elle a 5 ans, ta fille, si j'ai bien compris. Mais à l'époque, du coup, comment ça se passait les congés parentaux en Australie? Est-ce que c'est comme aujourd'hui où tu peux prendre jusqu'à 1 an, si j'ai bien tout compris? Oui, alors moi, j'avais pas du tout conscience de ce que c'était de devenir maman. Du coup, je prenais exemple sur la France. Donc, je savais qu'en France, c'était 2 mois et demi, que ça devrait largement suffire. Donc, moi, j'avais pris quand même 6 mois après l'accouchement. Et puis, j'avais étendu juste pour que ça couvre le mariage qui était en février. Donc, elle est née en septembre et j'ai repris mi-février. Donc, je pensais que ce serait vraiment trop bien déjà d'avoir 6 mois avec elle par rapport à, tu vois, ce que je voyais en France. Bon, c'était largement pas assez, hein, évidemment, surtout pour une maman louve comme moi, mais sur le coup, ça allait, je pensais. Et du coup, de base, on avait prévu d'avoir une fille au père. Bon, du coup, celle qu'on avait trouvée, ça allait pas du tout. Et heureusement, le premier jour où j'ai repris le travail, j'avais quand même mon papa et ma belle-mère qui étaient là, puisqu'ils étaient venus pour le mariage. Mais en fait, voilà, ce que je raconte dans mon podcast, c'est que le premier jour où du coup, on a testé de la laisser, elle, fille au père, avec une autre fille. Et donc, mon père et ma belle-mère, ça s'est très mal passé, évidemment. Eux, ils m'ont dit que c'était pas possible. Donc, voilà, je m'étais dit, on va discuter. Je vais prendre, voilà, s'il faut que j'étende d'1 mois mon congé, tant pis. Et puis, on va trouver une crèche ou autre chose, tant pis. Et au final, c'est lui qui a décidé d'arrêter de travailler, même sans m'en parler, on va dire.
D'accord, et oui, de bah oui. devenir père au foyer, sachant qu'au niveau budget, enfin lui, il s'en fout, il gérait rien du tout, mais on avait déménagé exprès dans une maison vraiment plus grande, je pense un peu Oui, comme tu pour vois avoir une les chambre en maisons plus. voilà, il y avait une chambre en plus, c'était assez grand pour qu'on ait quand même de l'espace sans se marcher dessus avec la fille au père, tu sais, avec la chambre parentale pour qu'on ait notre intimité, etc. Enfin, Mhm. du coup, c'est pas du tout la même chose quand tu passes de salaire avec le prix d'une fille au père qui est comme relativement accessible quand même par rapport à la crèche là-bas, parce que la crèche coûte très très cher en Australie, et donc voilà, versus un seul salaire, c'est pas pareil. Ouais. Ouais. Bon, Euh, bref. donc je te pose pas la question à savoir si lui ou non a un congé parental. Manifestement, il se l'est pris comme un grand, Voilà, sans te demander ton opinion. tout à fait. Mais vous décidez quand même de vous reprendre quand même une fille au père? Pas tout de suite, non, ça c'était bien plus tard quand il a voulu reprendre le travail en fait. Donc ça Ok. c'était bien plus tard. Elle avait, je pense que je me rappelle plus mais exactement, je pense elle avait presque 1 an, oui, parce qu'on a fait la deuxième fille au père, elle était là pour les 1 an de Jodie. Donc ça D'accord. c'est quand d'un coup du jour au lendemain, il en avait marre d'être à la maison tous les jours, ce que je peux comprendre, hein, mais il voulait Oui. reprendre le travail tout de suite et évidemment les places en crèche ça se trouve pas comme ça. Oui, instantanément. Voilà, et puis on trouvait toujours qu'elle était trop petite. Bon, ça c'est notre opinion, mais on n'aime pas trop l'idée de la crèche pour les tout petits. Bon, on voulait vraiment qu'elle sache mieux marcher et on voulait Ouais. voir que d'elle-même, elle aille vers les autres enfants. À 1 an, ils sont pas trop à jouer avec les autres enfants globalement. Donc on avait repris une fille au père et là pour le coup, on l'avait. Enfin, elle était vraiment géniale, super gentille, tout se passait très bien. Mais sauf que lui, il n'a pas cherché vraiment de travail. Donc là, je lui ai expliqué que c'était pas possible en fait. En fait, il voulait plus s'occuper de sa fille, mais il voulait pas non plus travailler. Donc là, il était content. Il y avait une fille au père. Elle nous aidait pour le ménage aussi. Et puis lui, à côté, il faisait rien. Donc D'accord. voilà. Un Et beau puis projet de vie. Ouais. il était d'autant plus exécrable à la maison avec moi au final. Alors je lui ai expliqué que financièrement ça allait plus être possible, que je pouvais pas lui l'entretenir, payer toutes les charges de la maison, plus une fille au père si lui ne travaillait pas. Et Ouais. puis bon, au milieu de tout ça, ça s'est empiré notre relation et donc à un moment donné où il m'a vraiment hurlé dessus, il a claqué la porte violemment, tout ça, et la fille au père, elle a tout vu, enfin elle était là, donc du jour au lendemain, elle est partie quoi, elle a eu trop peur de lui, on va dire. Ouais. Et elle est partie. Donc là, il a continué à s'occuper de la petite jusqu'à ce qu'on puisse trouver des places en crèche. Mais même au départ, c'était que 2 jours par semaine et il n'y avait pas autre chose, on va dire. Ouais. Voilà. Et voilà, donc ça, c'était vraiment pendant plusieurs mois, on a vécu comme ça. Donc ça allait un petit peu mieux parce qu'on va dire, il avait beaucoup de temps libre quand même. Enfin, il avait 2 jours par semaine où il pouvait faire ce qu'il voulait. Que après, moi, en fait, il s'occupait d'elle 3 jours par semaine et moi, je prenais le relais dès que je rentrais du boulot et les week-ends. Parce que là, il disparaissait plus ou moins. En fait, il allait avec ses copains, ce genre de choses. Enfin, voilà. Ok. Et on va dire qu'il avait quand même des soupapes. Et puis voilà, mais c'était quand même toujours un peu le cercle. En fait, ce qui a vraiment été le plus difficile, c'est quand j'ai découvert en fait qu'il me volait de l'argent. Donc ça, c'est ce que je raconte dans mon Ouais. podcast. Donc et tout ce qui va avec. Donc là, ça a été encore un gros clash. Et du coup, je pense que là, ça a vraiment mis un gros coup sur notre relation. Pas seulement parce qu'il me volait d'argent, mais parce que du coup, j'ai découvert qu'il n'avait plus rien sur son compte en banque et que toutes ces années où, soi-disant, il économisait pour qu'on achète un logement, etc., il m'avait menti. Et Ouais. au final, j'ai jamais su pourquoi il y avait plus d'argent sur son compte, ou si ça se trouve, il n'y avait jamais eu d'argent sur son compte. Mais du coup, là, il est devenu vraiment plus agressif. C'est les moments où, en fait, ouais, c'est là où j'ai commencé à avoir peur de lui quand il me criait dessus ou quand il m'a insulté. Les vraies insultes, elles ont commencé à ce moment-là. Donc, au lieu d'être plutôt dans une relation où il était à me remercier pour l'entretenir le temps qu'il trouve un travail, non, c'était plus, en fait, dès qu'il était en colère contre lui ou déçu contre lui-même, ça me retombait tout le temps dessus, en fait. Donc, c'est Ouais. plutôt ça qui a vraiment fait que notre relation à ce niveau-là, elle était vraiment dans la toxicité. Et c'était par petits cercles. Il y a des moments où ça allait mieux, il y a des moments où ça allait moins bien. Voilà, il y a un moment où j'ai réussi à l'emmener voir un médecin généraliste Ouais. qui lui a ensuite demandé d'aller voir un psy, enfin proposé, et puis il ne l'a jamais fait. Enfin voilà, Ouais. du coup ça a été ça c'est un peu flou cette période parce que je sais pas trop comment j'ai survécu entre les nuits, le travail, ma fille et lui.
Mais Oui. voilà, je sais qu'on est arrivé à ma deuxième grossesse, qui Et était bah, pour le coup là surprise. Enfin surprise. Ouais, enfin disons que c'était pas du tout préparé ni anticipé. Voilà. attends, on va revenir un tout petit peu sur cette période entre ton aîné et ta deuxième grossesse. Mhm. Donc, il te volait de l'argent et bien entendu, tu l'as informé que tu savais et c'est à partir de ce Mhm. moment-là où il a été, son comportement a évolué, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, donc tu sais, là-bas, il y avait le tap sur la carte bleue où tu peux juste à taper et puis payer comme ça sans faire de code. Oui. Donc là-bas, c'était directement à $100. Donc en fait, moi, je fais mon compte tous les mois globalement. Mm. Et du coup, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait des dépenses qui n'étaient pas les miennes en fait et que c'était de plus en plus et que jamais il m'avait demandé s'il pouvait prendre ma carte bleue en fait. Donc, voilà. Et encore au début, j'ai tenté de lui faire confiance et en fait, quand j'ai vu qu'il continuait malgré tout, ben, j'ai dû bloquer. Donc ça, c'est une option que tu peux bloquer directement sur une application de banque là-bas, comme tu peux changer ton code de carte Il y a un bleue. truc, après, je sais pas si c'est, encore une fois, il y a pas de normalité, mais quand tu démarres une relation et que tu commences à te marier avec quelqu'un, est-ce que c'est du coup ces vieux jeux de démarrer un compte joint en commun ou au moins de parler de nos finances en commun plutôt que d'avoir des comptes séparés? Enfin, je sais que nous, on a dû avoir un compte joint parce que la carte verte, Ah mais oui, je sais d'accord. enfin, chacun de notre côté, on a un compte, on utilise notre compte perso, mais qu'on a quand même un compte commun pour payer le loyer, ce genre de trucs, tu Mm. vois. Après, je sais pas si c'est la formule, Alors en entre guillemets, fait, standard dans les couples, mais tu vois, de pas avoir, pour moi, heureusement que j'en ai pas eu au final. Heureusement que j'en ai pas eu au final parce que je connais des gens qui sont dans des situations où tout l'argent qui est sur un compte commun, il est bloqué jusqu'à ce que le divorce et tout soit prononcé. Donc ah ouais. heureusement. En fait, je saurais pas trop pourquoi on l'a pas fait, mais au final, comme au tout début, quand on est arrivé à Sydney, qu'on a pris notre premier appart, il avait pas de boulot, donc j'ai tout mis à mon nom. Voilà. Ensuite, bah, on a continué comme ça. Ensuite, comme il a arrêté de travailler, bah pareil, c'était tout à mon nom parce que sinon, enfin lui, il n'apportait rien puisqu'il ne pouvait pas apporter de fiche de salaire. En fait, comme au final, c'est moi qui ai dû toujours tout gérer, j'ai pas vu le besoin de faire un compte Oui. commun. Et puis, quand on s'était posé la question d'acheter un logement, quand je suis tombée enceinte la première fois, on s'est rendu compte qu'il était interdit de prêt pendant je sais plus combien de temps, parce qu'il avait eu un prêt quand il était jeune, bon, bref, ça c'est l'histoire qu'il m'a vendue, qu'il n'avait pas remboursé en temps et en heure. Et du coup, il te bloque des fois pendant quelques Ouais. années, je crois que c'est 7 ans. Du coup, ben, on avait repoussé enfin voilà, Ouais. L'échéance. l'échéance d'acheter un logement. Et du coup, heureusement pour moi, on n'a jamais eu l'idée Ouais. enfin d'avoir un compte commun. Et bah, dis donc. Ouais. Parce que, ouais, quand même, toujours les Et je peux finances dans t'assurer un que c'est pas couple. demain la veille que je le ferai avec quelqu'un, du coup. Oh bah, tu m'étonnes. Oh non, mais comme quoi, enfin, voilà, on se marie jeune, on est bête, on fait des trucs. Mhm. Enfin, Ouais. nous, je sais que c'est un prérequis, en tout cas, aux États-Unis, quand tu veux obtenir la carte verte par le biais d'un mariage avec un Oui. Américain. Mm. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me posais la question. Mais bon, bref. Donc, Judy va à la crèche et toi, Oui. tu retombes enceinte. Ouais. Comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que, du coup, il a une meilleure réaction à l'annonce de cette grossesse que l'ignorance qu'il a pu avoir pour la première? Pas du tout. Alors sur cette grossesse-là, en plus, c'était vraiment surprise. Enfin, disons que on savait très bien quel jour c'était arrivé, hein, parce que bon, voilà, je te passerai les détails. Mais par contre, on n'avait pas fait attention ce jour-là et voilà, c'était bien arrosé. Mais par contre, c'était pas du tout dans nos plans. Enfin, surtout moi, que je m'étais demandé 15 000 fois si j'allais pas le quitter déjà entre deux. Oui. Donc c'était loin de voilà. Mais bon, enfin moi, une fois que je suis enceinte, je m'imagine pas du tout, enfin, enlever mon bébé. Après, je lui ai quand même proposé, vu que sa réaction était très très négative. Je voyais bien que il en avait pas envie sur le coup, en tout cas. Après, ça a fait un petit bonhomme de chemin, donc je lui ai proposé qu'on avorte, hein, du coup, même si c'était vraiment pas du tout ce que moi je voulais, mais en même temps, je me suis dit, Oui. je vais pas faire un bébé dans son dos. Et puis, si c'est pour qu'on se sépare, de toute manière, bon, je vais préférer éviter ça à un deuxième enfant. Et Oui. Parce que finalement, au bout de quelques jours, il était heureux. Il me disait que de toute façon, comme on avait déjà discuté d'avoir peut-être un deuxième enfant plus tard, ça c'était dans les phases où ça allait bien, et on s'était dit qu'on irait en France, qu'on aurait le support de ma famille, que voilà. Donc du coup, c'est oui. vraiment là où on s'est dit bon bah oui, ça va bien se passer.
Cette fois, j'avais prévu de prendre 1 an de congé maternité, du coup, comme je pouvais le faire en Australie, que j'avais les économies pour, et que je m'étais dit, de toute manière, quitte à pas avoir acheté de maison, je préfère, tu vois, investir $10 000 dans 1 an de maternité, de congé maternité, profiter de la première année de ma fille, profiter de mon aîné, et on verra plus tard pour acheter un logement. Ça, c'était vraiment ma priorité. C'est la première année de mon bébé. Du coup, on s'était dit que voilà, j'aurais ma famille pour nous supporter, que cette fois, on serait pas tout seul et que lui pourrait travailler en France pour une fois. Voilà, qu'en plus, moi, je garderais mon aîné avec ma famille. Donc, voilà, on s'est quand même vraiment mis à avoir un beau plan. Et là, ça allait beaucoup mieux. Et lui-même, il m'a dit à ce moment-là, en fait, qu'il se rendait bien compte que sa famille, elle était jamais investie, que ça le rendait très très triste, et du coup ça faisait partie de sa raison pourquoi il était si violent des fois. Et que ses soi-disant amis qui fumaient, etc., voilà, c'était des mauvaises influences pour lui, comme si comme si jamais rien n'était de sa faute en fait. Mais bon, sur le coup, il m'a dit, je pense que ce serait vraiment bien, même peut-être pourquoi pas rester en France, vu que je travaillais pour une boîte française, donc j'aurais pu me faire muter définitivement si j'avais vraiment voulu. Donc voilà, lui, il était vraiment sur un bon plan, et il avait envie de recommencer, on va dire, à zéro en France. Mais il parlait français? C'était le plan. Pas du tout. Mais il avait dit qu'il allait apprendre. Bon, voilà, il a jamais appris, évidemment, mais... Oui, non, mais voilà. Je me dis, bon, bah, il est ambitieux, c'est pas mal. Oui. Mais oui. C'est toujours des belles paroles. Ouais. Oui, c'est juste que ça paraît fou quand même. Enfin, bon. Donc, en étant enceinte de ton deuxième enfant, vous décidez de retourner en France? C'est ça, ouais. Juste pour 1 an, le temps de mon congé maternité, déjà pour commencer, et qu'après, on verrait, quoi. Ok. Voilà. Et ton employeur étant ok, étant donné que tu es en congé parental, ouais, voilà. Ouais, de te laisser partir 1 an. Ok. C'est ça. Bon, de toute façon, en Australie, ils n'ont pas le droit de dire non, vu que les congés parentaux, c'est 1 an renouvelable. Après, t'es pas payé, évidemment, pendant 1 an, mais si tu as les moyens, ils sont obligés de te garder ton poste. Hein. Oui, donc c'est un congé sans solde c'est ça, que tu peux prendre. Je vois. Ok, donc vous retournez en France, donc j'imagine vers Bordeaux, vu que c'est là où... Ouais, dans le sud, à 1 heure de Bordeaux, ouais. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pareil, les plans ont été un petit peu chamboulés. On devait y aller soit juste avant, soit juste après Noël, quand je serais aux alentours de 6 mois de grossesse. Et au final, au mois d'octobre, du coup, j'ai perdu ma tante de façon complètement... on va dire inattendue, en fait. Elle n'était pas malade ni rien, en fait. Elle est morte d'une minute à l'autre. Elle a fait un AVC, en fait. Et du coup, comme j'étais très très proche d'elle, c'était un peu ma deuxième maman, et ses filles, c'est mes cousines, donc on était très proches. Voilà, et voilà, donc je me suis dit, c'est hors de question pour moi de laisser ma famille dans ce deuil sans y être avec eux. J'avais aussi moi-même besoin d'être avec eux, et que voilà, j'avais l'enterrement, c'était maximum 5 jours après le décès, etc. Et que je me suis dit, je vais pas aller en France une fois pour revenir et puis repartir après pour mon congé. Donc je me suis mis d'accord avec mon chef pour partir, en fait, quasiment tout de suite. Donc voilà, mon ex-mari, lui, devait... Et en fait, là, pour le coup, je pense que c'est la seule fois où il a vraiment été empathique avec moi. En plus, quand je l'ai appris, j'étais à Perth, donc à l'autre bout de l'Australie pour le boulot. Enfin, toujours quand t'es complètement toute seule avec tes hormones de grossesse. Enfin bon, bref. Et donc là, il a été vraiment à me dire, oui, vas-y, prends Jodie. Et puis moi, je vide la maison, je le mets tout chez ma mère pour faire garder les meubles. Et puis, je te rejoins dans 2 semaines, quoi. C'était ça le plan. Et pour le coup, c'était vraiment lui qui m'a dit, vas-y... part, alors que plus tard, quand il m'a attaqué, il me disait que j'avais enlevé sa fille loin de lui dans un autre pays. Enfin, il a retourné complètement la situation, alors que je pense que c'est après la seule fois où vraiment il avait eu pour le coup de l'empathie, où il avait vraiment fait un geste pour moi, d'avoir bien voulu vider la maison et tu vois, se séparer de sa fille pendant 2 semaines, quoi. Ouais. Voilà. Donc on est parti et du coup, on était dans la maison de ma tante pour le coup, puisque ma grand-mère habitait là-bas, mais elle nous a laissé la maison. Elle est partie s'installer avec ma maman, et puis mes cousines, elles n'y habitaient déjà plus. Donc voilà, on s'est installé en France le temps de la fin de ma grossesse et du début du congé mater. Et comment ça se passe? Alors du coup, est-ce que tu es quand même soulagée d'être rentrée en France et d'être accompagnée par ta famille pendant cette deuxième grossesse? Ouais, bon, les premiers jours, évidemment, c'était compliqué avec l'enterrement, tout ça. C'était vraiment très, très compliqué. Mais ensuite, oui, j'étais vraiment contente que Jodie, elle ait sa famille aussi, sa mamie, ses grands-parents. Enfin, voilà, ça faisait du bien d'être là. Après, rapidement, quand il nous a rejoints, au final, c'était au bout d'1 mois.
voilà, il a encore fait une grosse bêtise, on va dire. Donc ça, c'est ce que je raconte dans mon podcast, mais en gros, il a craché la voiture de ma tante en étant sous l'emprise d'alcool et de drogue. Donc ça s'est très mal fini et ça a encore mis un énorme froid entre nous, évidemment. En plus de ça, du coup, il avait perdu son permis pendant 6 mois, donc il pouvait pas travailler. Oui. Donc je me suis retrouvée encore enceinte à devoir tout gérer parce que lui, il pouvait pas conduire. Donc voilà, je devais faire tout moi-même, les courses, emmener la petite à l'école le matin, aller la rechercher. Enfin, du coup, c'est moi qui gérais tout. Et puis là pour le coup, en fait, il s'est complètement... au tout début, encore une fois, il a essayé de se racheter en me disant... en s'excusant et en essayant de me regagner, parce que pour le coup, pendant plusieurs semaines, dans ma tête, voilà, c'était comme si c'était fini entre nous. Mais évidemment, j'étais enceinte, etc. Je ne l'ai pas renvoyé en Australie, hein. Même si je me suis posé la question. Et puis, donc, ça a mis un gros froid avec ma famille et entre nous aussi, évidemment. Et même si, disons, en se rapprochant de la date de l'accouchement, je me suis dit, j'allais lui donner une dernière chance, entre guillemets. Voilà, du coup, quand j'ai accouché, il était avec moi, on était plus ou moins ensemble, on va dire. Mais c'était pas du coup la grossesse de rêve, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu. J'avais prévu qu'on puisse voyager, que lui il allait travailler, que tu vois, il irait mieux psychologiquement parce qu'il travaillerait et qu'il serait en train de subvenir aux besoins de sa famille pour une fois, parce que ça, je pense qu'il en avait vraiment besoin, mais qu'au final, je sais pas pourquoi il le faisait pas, tu vois, mais psychologiquement, c'était dur, entre guillemets, pour lui, que ce soit sa femme qui, c'est ce qu'il me disait, qui supportait pas que ce soit sa femme qui ramène tout l'argent à la maison, mais en même temps, il faisait pas d'efforts pour en ramener non plus, tu vois. Ouais. Et puis bonjour quand même le schéma de pensée quand même. Hein. Ouais. Non, ça c'est sûr. Mais bon, après, du coup, voilà, ça a quand même pas été la grossesse de rêve, hein, évidemment. Du coup, il n'était pas du tout supporting, je sais pas comment on le dit en français. Mais non, puis du coup, il s'était complètement mis à l'écart de toute ma famille, évidemment, avec tout ce qu'il avait fait. Et il s'occupait pas beaucoup de notre fille aînée non plus en soi. Donc, mais il apprenait le français du coup pour avoir non, pas du tout. Non. Non, puisqu'il avait pas de permis. Tellement patiente. Ouais. Tellement patiente. Vraiment. Tout le monde me le dit. Non. C'est incroyable. Non, mais je trouve ça bien quand même d'avoir autant de patience, parce que clairement. Non, mais bon, à ce moment-là, comme j'avais déjà ma fille aînée, que j'étais enceinte, qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? J'allais pas me dire. Enfin voilà, dans ma tête, j'étais en mode je vais tout faire pour sauver ma famille. Et du coup, il m'a dit quand on rentrera en Australie, tout ira mieux parce que je récupérerai mon permis, parce que je pourrai travailler. Voilà, sauf qu'au début, c'était quand on sera en France, ça ira mieux. Finalement, tout de suite, il a tout fait, foiré. Ouais. Et puis maintenant, il fallait qu'on retourne en Australie, tu vois, pour que ça aille mieux. Donc c'était. Mais l'histoire quand même de prendre la voiture de ta défunte tante pour aller la bousiller, quand même. C'est ça. Non, ça c'était vraiment... Get you S together, quoi. Tu vois, c'était vraiment horrible. Surtout que ça faisait à peine 1 mois qu'elle était décédée, même pas, tu vois. Donc on était déjà... voilà. Ouais. Non, il a vraiment... Comment vivre avec 2 enfants déjà à la maison, quoi. Ah, mais c'est clairement ça, c'était pire qu'un ado, en fait. Oh la vache. Ouais. Mais même, tu vois, tu te dis quand même, t'as pas ton permis, quitte à rien faire de tes journées, apprends au moins la langue. Tu vois, oui, non, ça c'est certain. Pour pouvoir anticiper un travail, ou alors fais des postules. Occupe-toi de ta femme, occupe-toi de ta fille. Oui, non, parce que du coup, il était désinvesti, il faisait 2-3 petits trucs par ici par là, mais en fait, il s'était fait des copains. Il s'était fait des copains. Qu'est-ce qu'il faisait de cette journée, du coup? Il prenait le vélo, il allait pêcher. Il s'était fait 2 copains drug addicts dans le coin du village. Et voilà. Les bonnes influences. C'est ça. Entre eux, ils se trouvent, hein, de toute façon. Dans un village, ceux qui traînent en plein milieu de la journée, c'est à peu près soit des retraités, soit les autres, quoi. Ok. Voilà, donc c'est ça qu'il faisait. D'ailleurs, une fois, il était revenu en plein milieu de la nuit, c'est ce que je raconte dans mon épisode, complètement bourré, à faire plein de bruit. J'étais encore enceinte et quand je lui ai demandé de faire moins de bruit pour pas réveiller sa fille, c'est une des fois il m'a levé la main dessus, quoi. Il m'a pas frappé, mais voilà, tu vois, enceinte, il revient bourré, il me lève la main dessus. Sur lui, c'était, ça l'a pas choqué. Lui, je pense qu'il était même pas tellement conscient en réalité, mais voilà. Mais c'est ça, et je trouve que c'est quand même important que tu le rappelles, et je sais que tu le fais très bien dans ton épisode, c'est que quand on parle de violence ou d'emprise,
on imagine forcément un abus physique, alors que c'est pas nécessairement. Enfin, on le souhaite à personne dans tous les cas, mais en tout cas, les violences intrafamiliales sont aussi les violences apportées aux enfants et également aux partenaires. Et c'est pas nécessairement des violences physiques, ça peut être aussi des violences verbales, morales. Ouais, tout à fait. Ouais, mais ça, moi-même, j'ai mis du temps à le comprendre. En fait, et c'est vraiment les associations qui m'ont aidé à comprendre sur la fin que ça faisait partie des violences intrafamiliales. Et c'est pour ça que j'ai démarré mon podcast aussi, pour aider d'autres femmes à comprendre, enfin d'autres victimes, parce qu'il y a malheureusement des hommes aussi qui sont victimes. Que voilà, même les violences, enfin avant d'arriver aux violences physiques, il y a souvent d'autres violences et c'est déjà à ce moment-là, il faut savoir dire stop parce que globalement, c'est très très rare que la personne en face de soi change. Globalement, en général, ça va toujours en s'empiant. Ouais. Et ta famille, du coup, voyant quand même son comportement, là, est-ce qu'ils t'envoient des red flags? Parce que, donc j'imagine que tu donnes naissance à ta fille en France. Oui. Que du coup, tu as quand même ta famille autour de toi pour t'accompagner un minimum? Oui. Donc, bon, il y avait quand même pas mal de... du coup, même bien avant l'accouchement, et en fait, même avant que je revienne en France, il avait déjà vu 2 fois entre deux où on était venus en vacances. On avait fait aussi notre mariage français où ça s'était très mal passé. Bon, je vais passer les détails là, mais c'est dans mon épisode. Mais du coup, là, déjà bien avant ce moment-là, qu'on rentre pour ma deuxième grossesse, les red flags, ma famille, elle les avait bien tous vus. Ils avaient bien compris, cerner le personnage. Et même, du coup, quand j'avais découvert qu'il y avait plus d'argent sur son compte et qu'il me volait, j'en avais parlé à ma mère. Et voilà, on s'était demandé même quoi faire de ce deuxième mariage en France. Elle savait très bien qui il était. Et même si elle essayait de pas me forcer à faire des choses, je savais très bien son avis. Celui de ma grand-mère aussi. Ma grand-mère m'avait déjà fait une lettre pour me dire, en gros, qu'il fallait que je le quitte. Enfin, ce genre de choses, tu vois. Oui, j'imagine que c'est quand même délicat de la part d'une famille de... Voilà, d'essayer de surtout en étant pousser à quand l'autre même. bout du monde. Ouais. Oh là là. Ouais, Et ça, puis, c'était dur je pour pense moi. que l'histoire de la voiture, ça a dû être quand même le Ah bah là, bouquet final. ouais, c'est clair. Le bouquet final. Non, bah là, pour eux, il fallait que je le quitte. Fallait limite que je le revoie en Australie. Mais bon, évidemment, il y avait ma fille ici, c'est quand même son père. Elle était proche de lui. Et puis, j'allais avoir un autre bébé. Je me voyais pas lui dire, bah, ciao, quoi, tu rentres en Australie. Et puis, moi, je vais accoucher toute seule et tu verras jamais ta fille. Enfin, même si en soi, je sais pas si ça l'aurait dérangé. En réalité, ce qu'il a fait une sorte de rejet sur notre deuxième enfant. Et ça, j'ai eu d'autres témoignages de femmes chez qui c'est arrivé aussi. Mais en fait, il s'en intéressait pas beaucoup, tu vois. C'était son deuxième enfant, donc il savait très bien changer une couche, mais il a mis 1 mois à changer la première couche de la deuxième enfant, quoi. Il a jamais changé sa couche, il s'en est jamais occupé d'elle. Et à chaque fois, vers la fin, quand il me disait que j'allais briser quelque chose ou quelqu'un, il parlait que de notre aîné. Et d'ailleurs, il m'avait même fait des menaces comme quoi il allait me faire envoyer en France avec notre deuxième enfant et qu'il allait garder la première en Australie. Enfin bon, bref, il a fait une sorte de rejet de ce deuxième enfant en réalité, tu vois. Eh ben, la pauvre. Mais, enfin, je veux dire, mes pauvres. Quelle était sa relation? Parce que tu l'expliques dans ton épisode où il manipule ton aîné, non? Oui, tout à fait. Mais ça, c'était plus facile, entre guillemets, parce qu'elle était plus grande, qu'elle parlait et qu'il s'était quand même occupé d'elle pendant pendant 1 an et demi, en tant que père au foyer, entre guillemets. Donc, du coup, oui, ils avaient quand même, au début, une très bonne relation. Là-dessus, c'est aussi ça qui faisait que je pouvais pas me résigner à le quitter aussi parce que je me voyais pas déjà partager mon enfant. Et puis, j'avais aucune confiance en lui si jamais j'étais pas là pour gérer les repas, les temps d'écran, gérer comment il s'adressait quand même à elle globalement quand elle commençait à parler. Donc, je m'étais dit, de toute manière, comme je vois pas du tout comment on pourrait faire une garde partagée, puis de toute façon, il n'avait pas les moyens non plus d'être tout seul. Au départ, c'était aussi une raison pour laquelle je préférais le garder sous le même toit qu'autre chose, tu vois. Mais quand ma fille est née, elle a eu vers 2 ans et demi, tu vois, la phase des 2, 3, 4 ans, la phase bien difficile, et qu'elle a commencé à avoir des opinions, ça ne lui a pas trop plu. Il n'a aucune patience, il ne comprend rien on va dire, aux neurosciences de l'enfant, ce genre de choses. Et même si c'est pas faute de lui avoir envoyé des articles et des vidéos et ce genre de choses pour l'aider lui parce que je sais que, voilà, il y a d'autres parents qui sont globalement pas des personnes violentes, mais qui sont pas du tout patients et qui n'ont pas forcément les bons mots avec les enfants et qui pratiquent les VO, tu vois.
Mais lui, moi, je le supportais pas non plus, son comportement avec elle qui a commencé à s'empirer, à devenir de plus en plus agressif dans ses mots, dans sa façon de lui parler, parce que elle a commencé à bien parler, à bien s'opposer, à grandir Oui. comme un enfant de 2, 3, 4 ans et passer par toutes ces phases-là que lui, il ne savait plus du tout gérer émotionnellement, quoi. Ouais. Donc là, c'est là où je me suis dit aussi que ça commençait à devenir toxique directement pour elle, en fait. Et donc ça, c'était à votre retour en Australie, c'est ça? C'est là où ça s'est empiré, oui, parce qu'en France, j'étais avec elle, du coup, tout le temps, on va dire. Ouais. Ouais. Et donc tu acceptes de retourner en Australie Ouais. avec un nouveau-né, un ado et ta fille aînée. Ouais, ça c'était très, très dur comme décision, mais c'est vrai que, voilà, comme, ma famille, bien sûr, ils espéraient que j'allais rester là, mais encore une Oui. fois, je me suis dit: «Il va pas pouvoir travailler». De toute façon, vu la relation entre ma famille et lui qui était complètement, il y avait plus de relation, c'était invivable Ouais. aussi au quotidien. Je me suis dit, bon, je vais lui donner une dernière chance. On va rentrer en Australie, il va pouvoir travailler. Et de toute manière, même si on devait se séparer, je me suis dit, il va pas rester en France tout seul. Si on se sépare, qu'est-ce qu'il va faire, tu vois? Donc je m'étais Ouais. dit, quitte à devoir se séparer, évidemment, je me doutais pas que ça allait se finir comme ça s'est fini. Je pensais qu'on serait capable de se séparer en bonne et due forme. Voilà, Ouais. j'avais encore un peu d'espoir sur lui. Du coup, je me suis dit, quitte à se séparer, tant pis, j'ai décidé de faire un enfant avec un Australien, enfin des enfants, pardon, avec un Australien. Et Ouais. du coup, j'assume jusqu'au bout. Et si je dois me séparer, on se séparera dans le pays où j'ai décidé de vivre à la base, quoi. Donc j'étais OK. Donc vraiment, voilà, dans cette optique-là. oui, donc tu avais quand même en tête que du coup, si tu repars en Australie, tu prends le risque d'être Ah oui. «coincé» entre guillemets en Australie? Alors je pensais pas du tout au fait d'être coincée globalement à ce moment-là, mais oui, d'être coincée dans le sens où je prenais la décision de vivre en tant que maman célibataire en En Australie. Australie. Après, OK. je pensais pas du tout finir maman célibataire 100 du temps, avec mes filles. Je pensais que, Oui. voilà, si jamais il fallait, il aurait un travail, un logement et qu'il pourrait les prendre de temps en temps et qu'on aurait une sorte de garde à alterner, tu Oui, vois? d'une balance. Ouais, ouais, ouais. Qu'on allait trouver un moyen de le faire, même si c'était très difficile à imaginer. Après, au tout début, j'espérais vraiment pas qu'on en arriverait là quand même. Ouais. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce retour en Australie? Alors au début, ça allait pas trop mal. Il a trouvé un travail vraiment très rapidement. On a trouvé un logement. Là, encore une fois, on était reparti sur l'idée d'une fille au pair. Je sais pas pourquoi, en fait, maintenant que j'y pense, c'était vraiment une mauvaise idée, je pense, mais finalement, ça s'est très, très bien passé. Donc, moi, j'ai repris le boulot, je crois, au mois de novembre. Donc, on avait une OK. super maison dans une résidence très famille, pas à 20 minutes de la plage. Lui, il travaillait, moi, j'ai repris le boulot. Ça se passait moyennement, mais bon, c'était pas très grave. Mmh. Et on avait une fille au pair avec qui ça se passait très bien. Et Jodie aussi, elle allait à la crèche, je crois, 3 ou 4 jours par semaine. OK. Parce qu'on trouvait que c'était bien à cet âge-là pour elle. Et puis, pour la fille au pair, voilà, elle avait à se concentrer principalement sur Jade. Et au départ, ça se passait quand même pas trop mal. Du coup, en plus, comme il travaillait, ça allait mieux pour lui psychologiquement. Il commençait à reparticiper un tout petit peu aux frais de la maison. Sur le coup, ça allait vraiment pas trop mal. Après, c'était loin d'être le meilleur mari du monde. Il se plaignait encore beaucoup. Il était quand même souvent de mauvaise humeur. Le week-end, il n'était pas vraiment investi. Mais bon, moi, j'avais du support à la maison, vu que j'avais des filles au pair, enfin la fille au Ouais. pair. Et bon, j'avais l'impression quand même qu'on retrouvait une sorte d'équilibre et de normalité, on va dire, Ouais. et qu'on allait pouvoir s'en sortir, en fait. Que voilà, il y aurait beaucoup de travail pour reconstruire notre couple, mais j'ai l'impression qu'il faisait des efforts, en fait. Donc Ouais. ça a duré un petit moment jusqu'au premier confinement, en fait. Entre deux, on avait changé de fille au pair parce que malheureusement, elle devait rentrer en France. La Ah. première, on avait retrouvé une fille au pair qui était vraiment géniale aussi. Ça se passait vraiment bien. Voilà, pour le coup, ça c'était vraiment chouette. Et là, le premier confinement, donc lui, il n'a pas perdu son travail du tout. Hein, et il a décidé d'arrêter de travailler parce qu'il avait peur d'attraper le virus, en fait. Bon, OK. c'est vrai, c'est pas Encore une vrai, j'en fois, sais rien. Ah sans te demander au préalable? plus, ouais, je me souviens plus là, franchement, c'était, je sais pas s'il m'a demandé, mais en tout cas, il m'a dit que il allait pas prendre le risque de tomber malade et de rendre notre famille malade juste pour de l'argent, quoi. Voilà. Donc, OK. première occasion qu'il a eu d'arrêter de travailler, au final, il l'a prise, quoi. Ouais. OK.
Mm. Et donc, ça veut dire que vous renvoyez la au pair chez elle, étant donné que maintenant il Ah reprend non, le lead sur les enfants? pas du tout, parce que là, en plus, on était en confinement, donc je pouvais la renvoyer nulle part, en fait, la pauvre. Enfin, ouais, on était confinés, il y avait les borders qui étaient fermés, il me semble, très rapidement, vu qu'on était censé partir en voyage en New Zealand, et en fait, ça s'est pas fait, du coup, à cause de ça. Non, non, on l'a gardée, et je me suis dit, bah tant pis, on va trouver un équilibre. Ça se passait très bien, je voyais pas de raison que ça s'empire, et au contraire, je me suis dit, bon, bah, ok, financièrement, ça fait encore une petite... Un couac, un ouais. petit couac. Bon, après, moi, j'ai eu de la chance, c'est que toutes ces années, j'étais quelqu'un dans une industrie qui paye bien avec un bon rôle. Donc, enfin, on va dire, ma grosse chance dans toute cette histoire, c'est d'avoir toujours été très bien payée, d'avoir été très autonome financièrement. Donc, Oui, c'est ça, ça, parce c'est que, certain. enfin, Ouais. moi, en tout cas, de ce que je vois, c'est que en expatriation, quand il y a une histoire de séparation dans une famille, voilà, le nerf de la guerre, ça reste toujours les finances. Et Oui, heureusement que toi, tu étais indépendante financièrement, parce que ouais, sinon, le ça, c'est certain. capharnaüm, quoi. Là, c'est clair. Je connais d'autres personnes qui sont malheureusement, même ou des femmes célibataires localement, en France, c'est pareil, qui se retrouvent avec Oui, rien ou qui ne peuvent même pas partir parce que financièrement, elles n'ont rien du tout. Euh, ouais, et là, pour le coup, là, ça a vraiment toujours été ma force dans cette histoire, c'est que j'étais autonome financièrement, ça c'est ouais. certain. Ouais. Et alors, ça a été quoi Et bien, en fait, là, quand il a arrêté de Ouais, travailler, donc du coup, les filles, comme elles savaient qu'il était à la maison, elles voulaient être avec lui. Elles étaient beaucoup plus difficiles. Bon, déjà que c'était compliqué de savoir que je travaillais dans ma chambre, même si elle, ouais. avec moi, bon, du coup, moi, je suis quelqu'un de globalement très patiente et flexible. J'avais Ah organisé oui, un on petit l'a vu. bureau j'avais organisé un petit bureau à côté de moi pour mon aîné, pour lui faire des petites activités à côté de moi en dehors des réunions. Puis de toute Mhm. façon, de mon côté, mon boulot, ils étaient vraiment très flexibles. Ils savaient bien, tous étaient dans le même bateau avec les enfants dans l'arrière-plan, Oui, donc c'était pas trop grave. Mais du coup, quand il était là, soit dans le jardin, soit dans le garage, ce genre de choses, ben du coup, elle voulait être avec lui, donc elle en l'embêtait entre guillemets. Elles étaient plus difficiles à gérer et elle voulait être avec leur père, ce qui est normal, mais lui, il ne l'a pas supporté. Donc, il a commencé à vraiment repartir dans un moment où il était très énervé, très, on va dire, agressif, et qu'il a commencé à dire que la fille au père était nulle parce qu'elle savait pas s'occuper des filles et tout, ce qui n'était pas vrai, en fait, hein. Mais mhm. c'est parce que, globalement, des enfants qui savent que leur père est là à rien faire, ben, elles vont avoir envie d'être avec lui plutôt qu'avec la fille au père. C'est un signe d'amour, je pense, hein. C'est clair. Mais voilà, du coup, ça a relevé pas mal de tensions. J'ai fini par lui dire que dans ce cas-là, il fallait qu'il quitte la maison s'il avait pas envie d'être avec ses filles et qu'il voulait faire des choses, mais il fallait qu'il fasse semblant de ne pas être là, en fait, tout simplement. Oui, qui Sinon, disparaît. pour elles, elles n'allaient pas comprendre, en fait. Mm. Bref, et ça a recommencé à être vraiment un peu le cycle où ça allait moins bien, mais quand même par rapport à d'autres phases, j'étais loin de me douter de ce qui allait se passer au mois de juin. Donc je pense que nous, on a commencé le confinement au mois d'avril. Je me souviens même lui avoir fait un beau cadeau, vu que je savais qu'il allait s'ennuyer. Je lui avais offert la PS, je sais plus, la dernière, 4 ou j'en sais Ah oui, t'es rien. sympa. Ouais. Ouais, tu vois, je me suis dit, voilà, il allait pouvoir jouer avec son frère en ligne et enfin voilà, ce genre de choses. Tu vois, je voulais lui montrer que malgré tout, j'avais été fière qu'il ait repris le travail, qu'il avait quand même fait des efforts et tout, et que voilà, je le soutenais. Même, je me souviens que la fille au père, enfin, elle était là, la nouvelle, quand j'ai fait ça. Donc ça, c'était, voilà, j'étais quand même globalement dans l'espoir que ça allait aller mieux. Et de toute façon, j'étais loin de me douter du confinement, combien de temps ça allait durer. Oui. Bref. Et puis, en fait, là, du jour au lendemain, tout est vraiment s'est écroulé quand la fille au père m'a annoncé qu'elle partait à cause de lui, encore une fois. Mais là, de façon plus grave, on va dire. C'est-à-dire que, en fait, il lui a fait du sexual harassment, ça c'est clair. Elle m'a montré des textos et elle m'avait même dit que même globalement, ça faisait plusieurs semaines qu'il lui faisait des commentaires vraiment déplacés. Et puis sur les textos, c'était vraiment clair, voilà, que c'était Oh, pas ok, purée. quoi, c'était même pas légal, on va dire. Ouais. Voilà, donc ce jour-là, elle est partie. Évidemment, je l'ai pris, enfin, je l'ai aidée à partir en secret, entre guillemets. Elle avait peur de sa réaction, donc je l'ai divertie Ouais. pendant qu'elle partait. Quelqu'un était venu la chercher et je me suis excusée. Et en même temps, je me suis dit, bah là, c'est la fin. Là, c'est plus possible, tu vois. Là, c'était quand j'étais revenue en France, en Australie, je m'étais dit que je lui accepterais plus aucune bêtise, sachant qu'entre deux, j'avais appris aussi qu'il m'avait fait un gros mensonge
Quand on est arrivé en France, il était censé vendre une voiture pour moi et j'avais jamais vu l'argent. Il m'avait menti pendant 1 an sur où était l'argent et quand j'étais revenue en Australie, je l'avais un peu piégé à son propre jeu et j'avais découvert qu'il m'avait encore menti et volé tout l'argent. Donc je m'étais dit, c'est la dernière chance en fait. Si jamais il refait une bêtise, pour être poli, là ce sera tout. Et en fait, je pense que psychologiquement, le fait que c'était une grosse bêtise envers quelqu'un d'autre, c'était d'autant plus flagrant pour moi. Je m'étais toujours dit, tu vois, s'il me frappe vraiment ou s'il me trompe, là je le quitterai. Je sais pas pourquoi dans ma tête, tout ce qui était verbal, psychologique, c'était pas assez fort et je me sentais pas assez légitime. Et c'est vraiment pour ça que j'ai créé mon podcast. On est légitime, les violences psychologiques et verbales et émotionnelles, c'est pas ok. Et on a le droit de partir et c'est pas à nous de se soucier de ce qui va arriver de l'autre personne en fait, même s'il y a des enfants. Et du coup, en fait ça c'était vraiment la fin pour moi et en même temps le début de l'enfer au niveau, on va dire, de la séparation, quoi. Voilà. Ouais. Je me permets de faire une coupure dans cet épisode afin de le tronquer en 2 parties. Je vous invite du coup maintenant à nous rejoindre sur la 2e partie de cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur vos plateformes préférées. Merci et à tout de suite!